Eh bien, depuis 2001, j'occupe donc le poste de chargé des questions éthiques ou expert éthique au Centre national d'études spatiales. Ce poste a été de fait créé en 2001 par le CNES. C'est la première fois qu'une agence spatiale se dotait d'un monsieur, peut-être plus tard madame, éthique, au sens où l'éthique n'est pas, et ma mission n'est pas de juger de la qualité des activités spatiales de mes collègues ou des programmes qu'ils lancent, de dire c'est bien, c'est mal, c'est autorisé ou c'est interdit. Mais ma mission est de leur donner l'occasion, l'opportunité, l'alibi de s'interroger sur la finalité de ces activités, sur la manière, les moyens qu'ils utilisent pour réaliser ces programmes, et puis les conséquences de ces activités sur tout à chacun d'entre nous, en particulier sur nos sociétés, évidemment la société française de prime abord, puisque c'est l'Agence spatiale française. Alors, c'est un métier à découvrir parce que, pour la première fois, ce métier existe au sein du spatial. Ma manière de travailler, c'est d'avoir finalement un espèce de laboratoire. Mon bureau est un laboratoire où j'essaye d'accumuler, de recevoir, de collectionner, d'entendre tout ce qui est la réalité spatiale aujourd'hui, parfois aussi un peu d'hier, parce que l'histoire c'est important, et puis aussi demain. Qu'est-ce qui se profile pour demain? Je mets tout ça ensemble, j'essaie d'en faire une espèce de cuisine personnelle, et d'en tirer quelques présentations, quelques questions, quelques réflexions qui puissent intéresser mes collègues. Alors parfois ça ne marche absolument pas. Et puis parfois ça les intéresse au point que, alors ça a mis un certain nombre d'années à venir, au point que parfois ils viennent me voir, ils me téléphonent, ils m'envoient un courrier en me disant « Écoute, l'année prochaine, on a un congrès sur les opérations spatiales et on aimerait bien que tu nous donnes ton point de vue. » Donc, il n'est absolument pas technique, il n'est absolument pas politique, économique, c'est quelles questions leurs activités m'invitent-elles à poser. Alors, évidemment, avant d'intervenir, je les rencontre, je discute avec eux et j'essaie d'élaborer un discours qui soit audible. D'abord pour eux, qui soit pas non plus trop bête et qui puisse peut-être servir aussi à d'autres. Alors, ma rencontre du troisième type, c'est avant que je rentre au CNES. C'est un chercheur de la NASA, Chris McKay, qui est pas un des premiers, mais qui, il y a une vingtaine d'années, travaillait déjà sur les questions de vie sur Mars. À l'époque, c'était une question qui n'intéressait personne, en tout cas pas dans le public. Donc moi, je n'y connaissais rien. Et en l'écoutant lors d'une conférence, comme biologiste, puisque j'étais biologiste au départ, je me dis là, il y a une question extrêmement intéressante. Parce que moi, je n'imaginais pas la question de la vie sur Mars. Et donc, je suis allé voir Chris, et c'est lui qui m'a ouvert, en quelque sorte, le premier, les portes du spatial, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis rentré et j'y suis resté parce que j'ai trouvé qu'il y avait non seulement un intérêt par rapport à la vie sur Mars, mais plus généralement, cette question de s'interroger à qu'est-ce que l'homme fait dans l'espace et quel type d'homme, enfin, quelle humanité se révèle dès lors que nous allons dans l'espace, que nous envoyons des sondes, que nous ramenons des images, etc., etc. Alors, si je voulais être un peu prétentieux, je vous dirais, mais il n'y en a qu'un seul. Et vous l'avez en face de vous. Non, au sens où, jusqu'à présent, et malheureusement, je le regrette, le CNES, l'Agence spatiale française, est la première et aujourd'hui la seule agence à avoir créé ce poste d'expert éthique au sein d'une agence spatiale. En revanche, sur certains domaines, avec une dimension généraliste, c'est-à-dire que toutes les questions spatiales peuvent ou doivent même m'intéresser. Pas en même temps si possible, mais en tout cas, je dois avoir un œil pour regarder partout, ou avoir plutôt plusieurs yeux pour regarder partout. En revanche, dans chaque domaine, la recherche d'une vie extraterrestre, la question de la surveillance de la Terre depuis l'espace, les vols habités, ou même
ou même la question des phénomènes aérospatiaux non identifiés, les ovnis, comme on en parle, eh bien, dans chacun de ces domaines, j'ai des interlocuteurs, j'ai des collègues qui, au-delà des questions strictement scientifiques ou techniques ou politiques, s'interrogent eux aussi sur les dimensions humaines de ces domaines-là. Donc ce sont mes interlocuteurs privilégiés, mais eux sont à ce moment-là souvent ingénieurs, chercheurs du domaine et vont regarder un peu plus loin dans les questions, disons, éthiques. Alors, ce début du XXIe siècle pour le domaine spatial est quand même marqué par l'émergence de ce qu'on appelle le New Space. Donc, ces entrepreneurs américains qui, après, pour un certain nombre d'entre eux, ayant fait fortune dans surtout le monde de l'Internet, donc je pense à Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres, eh bien, investissent maintenant dans des entreprises spatiales, construisent des lanceurs et essayent de mettre en place des programmes de voyage jusque sur la Lune, voire jusque sur Mars. De fait, ces entrepreneurs ont notablement révolutionné, bousculé, troublé le monde spatial, et avec un esprit un peu différent où la prise de risque est, je dirais, fait de nouveau partie du contexte général, comme dans les années 60-70, lors des missions Apollo, par exemple, pour parler des missions américaines. Il y a la question de l'appropriation des ressources spatiales, qui est vraiment posée par ces entrepreneurs. Donc il y a énormément de domaines, de sujets qui étaient déjà connus dans le domaine spatial, mais qui aujourd'hui ont pris un peu plus de réalité. Ce qui pouvait sembler être ou de la science-fiction, ou quelque chose repoussé dans un terme assez lointain, semble s'être rapproché. Si bien que tous les spécialistes aujourd'hui du spatial, tous les grands acteurs du spatial, sont obligés de reconsidérer leur calendrier, les choses qu'on peut faire, et donc ça remet aussi, je dirais, au goût du jour un certain nombre de questions éthiques. Pourquoi développer cette nouvelle technique? Quel va en être le prix? Quelles vont en être les conséquences pour nous les humains? L'une de ce qui me semble, enfin, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, mais depuis le début l'aventure, la conquête, l'entreprise, enfin les activités spatiales, c'est un mélange entre la compétition, très présente. C'était d'abord les États-Unis contre l'URSS. Aujourd'hui, ça peut être SpaceX contre Arianespace, etc. Parce qu'il y a des enjeux pour les États de montrer leur capacité à maîtriser un certain nombre de technologies. Ça peut être un savoir-faire, enfin bon, une espèce de souveraineté de la part des États. Il peut y avoir une compétition économique et dans le champ vraiment de domaines d'activité à conquérir. Donc la compétition, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence du spatial. Et en même temps, et cela dès les années 60, dès la naissance du spatial, il y a une part importante qui est assurée par la coopération. Quand Kennedy lance les États-Unis dans la course à la Lune, il propose aux Soviétiques déjà de la coopération. Quand le CNES est créé en France dans les années, donc en 61, immédiatement les autorités françaises et donc les responsables français du CNES se tournent pour des tas de raisons aussi bien vers les Américains que vers les Soviétiques pour lancer des programmes de coopération. Et aujourd'hui, cette coopération n'a pas diminué, au contraire, c'est une nécessité. Si on voit mal comment demain aller poursuivre une exploration spatiale sans qu'il y ait un minimum de coopération. Donc, nous sommes toujours dans cette espèce de mélange, d'équilibre, alors qui peut varier, entre compétition et coopération. Et j'ose espérer que ce mélange-là est plutôt une source de contrôle, enfin, comment dire, de bonne gestion par rapport aux dérives toujours possibles, parce que acquérir de nouvelles techniques, c'est acquérir de nouveaux savoirs, c'est nécessairement acquérir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles potentialités, des pouvoirs de domination, des pouvoirs d'exploitation. Donc il s'agit d'apprendre aussi à gérer ces pouvoirs-là.
Mais dans un contexte international où la coopération a toujours été honorée, où les acteurs veulent aussi continuer à l'honorer, c'est pour moi une forme de garantie. Alors ça ne veut pas dire que garantie, ça marche à tous les coups, donc il faut rester extrêmement prudent. Mais en tout cas, qu'il y a de quoi s'appuyer pour pouvoir se dire, bon, qu'est-ce que nous voulons pour la suite? Est-ce que nous voulons que de la compétition, et encore plus de compétition, et que le meilleur gagne, etc. Ou est-ce que nous voulons quand même que, tout en laissant une part de la compétition, parce que la compétition permet aussi d'avancer, il y a place, et nous voulons laisser une place pour la coopération. Ce que j'ai rapidement découvert dans le domaine spatial, moi-même n'ayant une formation qui a priori ne correspondait pas du tout voilà, incapable de construire une fusée, un satellite ou de gérer quoi que ce soit, c'est que le grand intérêt du domaine spatial, c'est qu'on a besoin de toutes les compétences que l'on peut imaginer, toutes les compétences, et qu'au fond, si un jeune veut un jour travailler dans le spatial, qu'il commence par développer la compétence qui est la sienne. Ça peut être effectivement un ingénieur en matériaux, un scientifique en astrophysique, des choses qui semblent naturelles, ou astronaute, mais les compétences de juriste, on a besoin de juristes, on a besoin d'économistes, on a besoin de tout ce qui est aussi travaux, je dirais, très terre à terre. Une agence spatiale ne fonctionne pas sans secrétaire, sans les moyens généraux. Il faut que... Donc c'est une aventure où toutes les compétences sont absolument rassemblées, nécessaires. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans les premières années, même les premiers mois où j'ai commencé à travailler au CNES, je trouvais que c'était au moment où nous commencions à lancer Ariane 5. Et le premier vol d'Ariane 5, Ariane 501, a été un échec cuisant. Au bout de quelques dizaines de secondes de vol, la fusée a explosé. Et nous étions tous, moi je travaillais pour le CNES, je n'étais pas encore membre du CNES, mais tout le monde était devant les écrans de retransmission en direct. Et quand la fusée, au bout de 30 secondes, je crois, ou même de vol, a explosé, tout le monde était complètement effondré. Tout le monde, y compris la personne qui était chargée de l'entretien des bâtiments, parce que nous étions tous concernés par cette nouvelle étape. Et je suis certain que quand dans quelques années Ariane 6 va décoller, nous serons tous aussi autour des écrans. Mais cette fois-ci, ça va décoller et ça marchera. Il le faut. Parce que c'est vraiment une même équipe. C'est un travail d'équipe. Lorsque Thomas Pesquet est dans sa station internationale, c'est vrai que c'est lui qui est au sommet. Mais autour, il y a une pyramide de gens qui, chacun dans leur domaine et dans leurs compétences variées, suivent. Donc, développez vos compétences. Et le domaine du spatial a besoin de toutes ces compétences.